Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans la toute première émission ACFF Actu de 2022. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter nos meilleurs vœux de ma part, mais aussi de la part de toute l'ACFF, en vous souhaitant une très bonne année, en espérant qu'elle soit remplie de football. Aujourd'hui, on va parler formation des entraîneurs, mais Felice Mazzu vous donnera aussi quelques conseils si votre équipe est décimée à l'entraînement. Et on ira voir un petit peu de football aussi parce que les matchs amicaux continuent. Eux, ils n'arrêtent jamais, les bénévoles. On est parti à la rencontre de Philippe dans le club de Altières, résultat de la fusion entre Grand Halleux et Petitière, le village d'un certain Diable Rouge, ancien Diable Rouge, Michel Ranquin. Michel, un fameux souvenir, c'est quand ils sont rentrés de la Coupe du Monde naturellement de Mexique en 76, où on avait fait vraiment une très grosse fiesta chez lui à son retour. Son frère et sa sœur même étaient instituteurs et institutrices dans le village à Petitière. Moi je proviens de Trompon déjà, j'ai joué au foot en équipe de jeunes jusqu'à 14-15 ans, puis j'ai plus joué au foot. Et c'est quand j'ai rencontré mon épouse, en fait, qui habitait Petitière, que j'ai recommencé au foot, parce que ses trois frères jouaient au foot. Et tous les dimanches, on allait voir ses frères, et puis de fil en aiguille, j'ai recommencé au foot, et je me suis mis assez rapidement au niveau entraînement des jeunes. J'ai entraîné pendant 15-16 ans, puis au niveau du comité, j'avais mon beau-frère qui était président, donc de fil en aiguille, ça est devenu presque naturel que je me retrouve au foot. Ça a évolué pas mal, surtout au niveau informatique, bien sûr. Là, il a fallu se mettre un peu à la page de beaucoup de choses. Bon, j'étais un peu dans la branche déjà au niveau boulot, au niveau informatique, donc ça m'a aidé. Mais c'est sûr qu'il y a des CQ qui doivent être très difficiles maintenant. C'est pas uniquement le CQ, le boulot dans un club de football, c'est convivial, c'est social, je vais dire, c'est le côté social qui m'intéressait beaucoup, d'avoir beaucoup de relations, etc. À côté du boulot de CQ, bénévole dans un club, il n'y a plus beaucoup de bénévoles, donc il y a beaucoup de tâches qui incombent, comme l'occupation de terrain, l'entretien des buvettes, etc. Donc là, c'est plusieurs heures par semaine où je suis dans le club. Oui. Je crois que le plus embêtant maintenant, c'est, comment je vais dire ça, c'est l'enthousiasme des gens. On vient jouer au foot comme on fait un autre sport et on arrête aussi vite qu'il n'y a plus vraiment d'attache au club, je vais dire. C'est ça que je trouve un peu dommage maintenant. Donc voilà les installations, nous avons 4 vestiaires, les mêmes que ceci. Elles ont été inaugurées en septembre 2006. Sinon, on n'avait que le terrain B qui est ici derrière. Maintenant, c'était notre terrain A. Et l'ancien bâtiment qu'on voit quand vous rentrez dans le parking, c'était notre ancienne buvette. Donc ça a bien changé. Quand on est passé à des locations tout l'été pour les camps scouts, comme on a une deuxième installation, on fait des entraînements dans la deuxième installation, ils sont tranquilles ici. Un endroit super pour eux, super calme, dans un cul-de-sac. Ils sont en général très contents de leur séjour ici. On notera évidemment que la superbe épopée des Diables Rouges avec Michel Ranquin, c'était en 1986. L'ambiance était superbe à Tubize pour le Talents Day. 125 jeunes filles de 10 à 14 ans avaient été sélectionnées pour y participer. Une journée inoubliable pour ces jeunes filles. Et qui sait, il y a peut-être une future Red Flames dans les images que vous allez voir. Le Talents Day est devenu un rendez-vous important dans le calendrier de la CFF. C'est une journée lors de laquelle nous réunissons nos joueuses les plus talentueuses des catégories U10 jusqu'aux catégories U14. Ce sont des filles qui sont donc sélectionnées suite aux activités provinciales dans le cadre de la formation provinciale des jeunes filles dans les 6 provinces francophones. Et ces filles, lors des activités, les entraînements et les matchs sont évalués par le staff de formateurs de la CFF et sur base des meilleures évaluations, nous réunissons le temps d'une journée ici au Centre National de Tubize, au Proximus Base Camp, les meilleures d'entre elles.
125 joueuses, dont des gardiens de but évidemment, et évidemment des filles des catégories U10 à U14. L'objectif aujourd'hui était vraiment de mettre le focus sur le jeu de position, sur la circulation de balles progressive, et donc toute la matinée était dédiée à des exercices un peu spécifiques, vraiment des jeux de position, différentes formes, différentes structures, pour permettre aux joueuses de se rendre disponibles, de pouvoir être jouables et évidemment de favoriser une circulation de balles rapide. Et nous allons voir cet après-midi, lors des matchs, lors des confrontations, si effectivement il y a un transfert entre l'entraînement du matin et le match de l'après-midi. C'est très très chouette. Les enfants et tout, ils sont chouettes. Les coachs aussi. Là, on fait des possessions de balles. Là, on vient de faire des jonglages, un concours de jonglage. Après, on va faire un match. Mais c'est très très chouette. La journée, elle est hyper chouette, je trouve. Communiquer. On repart avec les mêmes appuis. Comment on a terminé? L'occasion ici dans le Talents Day, c'est d'essayer de les stimuler nos meilleures joueuses à continuer leurs efforts, à devenir meilleures encore, poursuivre dans le processus de la formation provinciale des jeunes, avec en point de mire le tournoi interprovincial au mois de mai, ici à Tubize, qui réunira les sélections U10, U14 de chaque province francophone. Et évidemment, à terme, il y a, on l'espère, l'ambition de rentrer dans notre centre foot féminin Élite-Études et évidemment, peut-être d'atteindre un jour les équipes nationales de jeunes et pourquoi pas, dans très longtemps, les Red Flames. Place à notre débat maintenant. Nous allons parler de la formation des entraîneurs. Et avec moi, j'ai un invité, Jean-Louis Losfeld. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Vous êtes venu en tenue pour l'occasion. Vous êtes manager formation des cadres à la CFF. Et nous allons parler de la formation UFA-C et du brevet B. Avant ça, il y a la formation aspirant, hein, c'est bien cela? Oui, c'est un premier module de formation qui est plutôt une information de 16 heures qui permet à tout à chacun de pouvoir découvrir un peu en 16 heures un peu le métier de l'entraîneur. Mais elle n'est pas nécessaire pour avoir accès à ces formations-ci dont nous allons parler, dont vous allez nous parler du coup. En quoi ça consiste ces deux formations? Alors le premier niveau qui est le niveau animateur UFA-C, comme le nom le dit, eh bien, on parle d'animateur. Animateur c'est quoi? C'est de pouvoir animer des parties de séance, à la fois dans un contexte jeune mais aussi dans un contexte senior, on l'oublie parfois, de pouvoir prendre un groupe, de pouvoir gérer un groupe. Donc ça c'est le niveau animateur. Et puis après une fois qu'on a donné ces premiers outils, eh bien, on passe au niveau brevet B, qui est le brevet initiateur, où là on rentre un peu plus dans la technique d'enseignement du football. On va un peu plus loin dans la méthodologie. Pour les entraîneurs, les futurs entraîneurs que ça intéresserait, pourquoi faut-il passer par là? Y a-t-il besoin de passer par là? Alors il y a une imposition à la fois vis-à-vis du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles via le décret du sport, puisque la CFF est reconnue comme fédération pour opérer les formations. Et puis après, on a aussi l'UEFA qui nous impose aussi des directives. Donc il ne faut jamais oublier que notre fédération belge est membre de la UEFA et on a des impositions. Mais de manière générale, je pense que le plus important, c'est de savoir que si je suis parent, eh bien, si je vais inscrire mon enfant dans un club, eh bien, j'ai la garantie de pouvoir bénéficier d'un encadrement qualifié et que les gens qui accompagnent mon enfant eh bien, ont été formés, ont obtenu un diplôme via nos formations. Une critique parfois sur ces formations, le prix, certains estiment qu'elles ne sont pas tout à fait accessibles. Que pouvez-vous nous dire de ce prix? Alors le prix, comparativement aux autres pays, on est vraiment concurrentiel, en sachant que d'abord le premier niveau de formation, que le niveau aspirant, on est sur 15 €, donc ça c'est quand même... Et puis après, sur le niveau animateur, on est sur 215 €. C'est une formation qui dure 4 mois à raison d'une soirée par semaine ou en formule vacances. Et puis après, on a le brevet B qui est sur 300 €, où là, on est aussi sur une formule, une soirée par semaine, aussi sur 4 mois. Après, on est sur la formation éducateur, où là, on est sur 1 an, à raison de nouveau d'une soirée par semaine. Et puis après, on a le dernier niveau, qui est le niveau UFAA. Là, ça dure 2 ans, et là, on est sur 2100, répartis sur 3 blocs. Donc, on est 800, 800 et 600. Donc, et par rapport aux pays qui nous entourent, on est dans les normes, en fait, j'ai envie de dire.
j'ai envie de dire aussi que derrière ça, on fait ce qu'on veut. La volonté de la CFF, c'est d'aller dans les clubs. C'est-à-dire que par nos formations, on essaye de se décentraliser, d'avoir un rôle de proximité. Et aussi, dans le droit d'inscription, on reverse aussi une partie du droit d'inscription aux clubs qui nous accueillent, parce qu'il nous semble important pour nous d'encourager les clubs à former. On va dans les clubs pour former avec les clubs les entraîneurs. Une dernière question. Il n'y a pas de bon entraîneur sans diplôme ? Je pense qu'il y a des entraîneurs sans diplôme qui sont très compétents. Mais le plus important, je pense que si on veut être une fédération solide, je pense qu'on doit s'appuyer sur des entraîneurs qui, à un moment donné, ont des diplômes et que la compétence, elle est certifiée par un diplôme. Mais c'est vrai qu'il y a des entraîneurs qui ont beaucoup de compétences, qui ont une expérience. Mais c'est quoi la compétence? Pour nous, la compétence, c'est l'addition à la fois d'un savoir, donc des savoirs qu'on enseigne à travers les différents cahiers des charges qui nous sont imposés, à savoir un savoir-faire, c'est-à-dire comment je vais entraîner, comment je vais coacher mon équipe, et surtout une attitude qu'on essaie d'aborder à travers les cours. Et ça, c'est important de pouvoir donner, à travers toutes nos formations, un fil conducteur qui est identique à tout le monde. Voilà. Mais effectivement, il y a d'autres entraîneurs qui n'ont pas le diplôme, mais qui ont des compétences, certainement. Et qui n'ont que l'occasion, éventuellement via leur expérience, via leur formation, de pouvoir justifier et d'obtenir ce qu'on appelle des dispenses de certains modules de cours. Merci Jean-Louis. On précisera quand même qu'il y a actuellement environ 13 000 personnes qui sont reconnues par cette base de données d'entraîneurs en Belgique et environ 1500 personnes sortent diplômées de ces formations chaque année. On passe à présent à nos actus ACFF, le foot amateur. Les championnats sont à l'arrêt actuellement, vous le savez. Pour combien de temps encore ? On l'ignore. Les clubs, eux, doivent s'organiser, notamment pour des matchs amicaux. Et Sébastien Willem a assisté à l'un d'entre eux, entre Herstal et Visé. Regardez. Aujourd'hui, nous sommes ici à la plaine Émile Muraille, donc au FC Herstal, et nous avons le plaisir de recevoir le club de Visé et son équipe du 20h. Ils sont tout à fait d'accord de la décision qui a été prise par David Delferrière et son comité. Tout à fait certain que sans public sans cafétéria, etc., ou sans des conditions normales, on ne sait pas travailler, puisqu'il y a des frais d'organisation, il y a des joueurs qu'il faut rémunérer aussi, des entraîneurs, du staff, et aussi il y a ce côté-là au niveau social et au niveau du contact avec les partenaires, etc. On ne sait pas organiser ce qu'on veut, on ne sait pas organiser de repas, donc la décision pour moi elle a été bien prise. Un match de préparation, ce n'est pas un match fait pour dire, ben voilà, je vais gérer pendant 90 minutes, et puis au bout du compte, j'ai joué 90 minutes, j'ai monté l'intensité pendant le match, peut-être 3 fois, ça ne sert à rien. C'est peut-être mieux de jouer 60 minutes à fond, et puis j'ai dit 60 minutes, et moi j'ai fini. Je sais bien que les 60 minutes que j'ai jouées, je suis capable de les reproduire le mercredi prochain, quand on jouera contre le mercredi suivant contre Onhoy. Mais si on se dit on gère, ben on n'a pas le temps. On n'a pas 4 semaines. Si on joue mercredi d'après, le mercredi suivant, ben, on est en difficulté. On ne pourra pas gérer. Donc qu'on travaille, qu'on fasse le boulot, et puis quand on est fatigué, on demande les changements, c'est fini. Allez, on y va. Si l'arrêt c'est totalement différent, c'est un arrêt où on est capable, on s'entraîne quand même, donc ça va. Mais par contre, quand il y avait confinement total, là c'était différent. Moi je pars du principe de faire confiance aux joueurs, j'envoie un programme et puis je leur dis, ben voilà, soit vous suivez le programme ou vous ne suivez pas, c'est votre choix. Mais à la reprise, dès qu'on commence, ben, moi je passe aux choses sérieuses et celui que je trouve qui n'est pas encore à niveau, ben, on ne va pas jouer. Donc je dois toujours respecter la ligne. Ça peut avoir un côté positif comme négatif. Le côté positif, ça peut nous permettre de relâcher physiquement, de prendre du temps avec nos amis, la famille. Mais ça peut avoir un côté vraiment négatif pour les gens qui ont une malnutrition, qui ne s'entraînent pas, qui ne prennent pas soin d'eux. C'est très dur de garder surtout les joueurs intéressés. Ils savent très bien qu'on ne va pas jouer, des coups à l'entraînement ils sont moins impliqués, dès qu'on a un petit boubou, on n'est pas là. Alors que le temps normal, même si on a un rhume, on a un grippe, on est là, on se donne à fond. À l'entraînement, tu le vois, les joueurs sont beaucoup moins intéressés et c'est beaucoup plus chiant de travailler ainsi.
Continuer à jouer, le football c'est un sport qu'on a tous dans notre cœur. Voilà, peut-être que les supporters ne nous suivent pas, mais nous on continue à jouer, on continue à travailler, on a tous le programme, on le suit à la lettre, et voilà. On ne connaît pas encore la date de reprise des compétitions, mais la décision de la CFF de reprendre ou non dépend forcément du Codeco qui a été reporté. Donc la CFF réaffirme sa position. Elle ne compte pas reprendre le football amateur tant que le public ne pourra pas revenir. Donc la décision dépend forcément de celle du Codeco. Dans le reste de l'actu ACFF, le Foot for Girls qui reprendra bientôt. Les inscriptions ont repris. Les activités recommenceront le 24 janvier prochain. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous inscrire aux formations Come Together. Elles sont très importantes. Elles sont créées pour lutter tous ensemble contre les discriminations. Vous retrouvez tous les renseignements sur le lien ci-dessous. Et puis, il vient d'être élu entraîneur de l'année 2021 en Pro League. Et il est là juste pour vous donner de super conseils. On écoute tout de suite Felice Mazzu. Je n'ai que 11 joueurs à l'entraînement, quelquefois même en amateur. Il y a des entraîneurs qui nous écoutent et qui en ont eu moins. Je fais quoi? Comment je m'organise? Quel message je fais passer? Alors, en tant qu'entraîneur, il faut évidemment ne pas être content de n'avoir que 11 joueurs à l'entraînement. Voilà, il faut aussi savoir les circonstances. Pourquoi? Est-ce que c'est par fainéantise? Est-ce que c'est par non-respect, etc., etc. Mais les joueurs qui sont là, ils sont importants. Et donc, il n'y a pas d'excuse à trouver en disant « on ne fait pas entraînement, on va aller à la buvette ». Tous ces moments-là sont des temps perdus. Le temps que vous pouvez gagner, même si vous avez 11 joueurs, si vous avez 8 joueurs, si vous avez 7 joueurs, si vous avez 4 joueurs, il y a toujours des possibilités de faire progresser les joueurs et de mettre des choses en place. Avec 11 joueurs, c'est très facile de faire des entraînements de finition, c'est très facile de faire du jeu, c'est très facile de faire des entraînements physiques. Le tout, c'est d'être passionné, d'être relié à vos joueurs et de leur montrer que vous avez de la passion, que vous êtes convaincu que quel que soit le nombre de joueurs, vous pouvez travailler. Maintenant, ça ne doit pas devenir une habitude parce que, voilà, si vous avez un manquement de joueurs à chaque entraînement, vous ne pouvez pas évoluer non plus, certainement pas sur le plan tactique, parce que ça, c'est important d'avoir tout le monde. Mais le fait d'avoir que 11 joueurs à l'entraînement ne doit pas vous servir d'excuse pour diminuer l'entraînement, pour l'éliminer, pour faire autre chose. Vous aurez évidemment reconnu Michel Lecomte qui posait les questions à Felice Mazzu. D'un entraîneur, on passe au sélectionneur national Roberto Martinez. Mais où s'assied-il quand il mange avec les Diables à Tubize? On vous propose tout de suite de découvrir la salle de repas des Diables, mais aussi des Red Flames. Découverte. Nous sommes dans la salle à manger principale, là où mangent toutes les équipes qui sont ici pour s'entraîner ou pour jouer des matchs quand il s'agit des équipes de jeunes. Donc principalement c'est la salle à manger des Diables Rouges et des Red Flames. Quand ils sont ensemble avec une autre équipe, l'équipe plus jeune mangera autre part, dans une autre salle ou dans le sports bar. Mais c'est ici la place où tout le monde se rencontre. Le menu est adapté en fonction le nombre de jours avant match ou après match, récupération, tout en concertation avec le nutritionniste. Il y a des buffets, il y a des buffets pour hors d'œuvre, il y a des buffets pour plat principal, il y a des buffets de dessert, tout en concertation avec le nutritionniste, mais toujours bien à manger. Le coach il est à table avec son staff technique, avec Richard Evans, Sean Maloney, Thierry Henry et les entraîneurs des gardiens. Le coach à sa table avec son staff, il ne va pas se mettre à table avec les joueurs. Et en 2022, on garde nos bonnes vieilles habitudes de 2021. On termine l'émission sur un sobriquet. Les chiconniers, cette semaine, sont à l'honneur. Le club de Saint-Symphorien, le Rapide Symphorinois pour être exact. Alors, c'est tout simplement un surnom qu'ils tiennent de la terre particulièrement propice à la culture des chicons, qui sont cultivés depuis des dizaines d'années
à Saint-Symphorien et dans les alentours. Alors si cette culture se perd un petit peu aujourd'hui, cette habitude se perd un petit peu, le club de Saint-Symphorien est toujours très fier de porter ce surnom haut et fort. Et du coup, je vous laisse sur ce petit sobriquet et je vous dis à la semaine prochaine. Salut à tous!